I closed the door, and I just said, man, I got a bad feeling. He's having difficulty just standing up. How about Michael? How's Michael doing? I don't know. He just looked like a basket case, and we were thinking, is this the one time that he's not going to make it? Everybody's thinking this could be the end of the Bulls. Lorsqu'un homme tutoie les étoiles de trop près, les dieux ont cette cruelle habitude de lui brûler les ailes. Icare, Prométhée, le ciel pardonne rarement à ceux qui s'approchent trop près. Dans le monde du basket, un homme incarne cette fatalité, Michael Jordan. Bienvenue dans le Flashback, l'émission qui raconte les plus belles histoires de la NBA. En 1997, le plus grand joueur de tous les temps est intouchable. De retour aux affaires, après une pause de 18 mois, Is Ernest livre 2 saisons de domination et remodèle une dynastie sans faille, un empire sans ombre. Mais à l'aube d'un match 5 décisif, en finale NBA, les dieux, taquins, vont lui rappeler que même les plus grands des humains restent faillibles. Les Bulls comptent sur leur roi, mais leur roi chancelle. Dans la pénombre d'un hôtel de Salt Lake City, le souffle se fait court, la fièvre monte et les médecins doutent. He was curled up on the couch like in a fetal position, just with his head buried in a pillow. Michael Jordan, malade, pourra-t-il jouer le match 5 des finales NBA? Pour le savoir, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction Salt Lake City, un soir de 11 juin 1997. Vous êtes prêts? Let's go! Mais avant de replonger dans cette nuit de 1997, il faut que je te parle de notre partenaire du jour. Si toi aussi, t'as déjà pesté contre le GM de ta franchise préférée, en te disant « Franchement, je ferais mieux », viens le prouver sur Sorare. En gros, Sorare, c'est la plateforme ultime de Fantasy League Basket, avec des cartes officielles de joueurs NBA. Tu peux jouer avec LeBron, Curry, Wemby, Luka, bref, tous les joueurs qui te font kiffer chaque soir. Le principe est simple. Tu choisis 5 joueurs 2 fois par semaine, et leur performance sur le parquet influe directement sur ton score dans le jeu. Si t'es Gabri, toi aussi tu gagnes. Les récompenses peuvent être d'autres cartes, du cash, voire des expériences exclusives, comme des places pour des matchs NBA. C'est pas mal, hein? Au passage, si tu veux vivre la meilleure expérience sur le jeu, c'est la compétition Champion qu'il faut viser. C'est la plus complète, celle où il y a les plus belles récompenses, et celle où le défi est le plus relevé. Tu dois gérer un cap de 120 points pour former ton 5 de départ. Mais attention, ton MVP, lui, ne compte pas dans le total. Donc, choisis-le bien. Nous, on est parti sur Chef Curry! Mais toi, tu fais comme tu veux. En ce moment, les cartes sont en Early Access, donc c'est littéralement le meilleur moment pour te lancer. Si tu passes par notre lien en bio, tu peux profiter d'une offre exclusive. Jusqu'à 50 € offerts sur l'achat de tes premières cartes. Alors, si t'as l'œil du coach et le flair du GM, monte ton équipe et rejoins-nous sur Sorare. De retour après 18 mois d'exil et de baseball, Michael Jordan revient comme s'il n'était jamais parti. His airness is back! I'm back. That's all Jordan said on Saturday. That was really all Jordan needed to say as his 17-month retirement came to an end. The moment is nearly at hand. Michael Jordan's return to the NBA. Only 5 months after his number 23 was raised to the rafters in Chicago, Michael Jordan has returned. Quelques semaines pour se remettre dans le rythme et déjà, la machine se remet en marche. En 1995-96,
les Bulls remportent 72 victoires, du jamais vu à l'époque. After a 2-year absence, the Chicago Bulls have regained the NBA throne. Your 72 wins an NBA record, and this championship placed the Chicago Bulls among the storied teams in NBA and sports history. Chicago ne joue plus pour gagner, mais pour marquer l'histoire, une sorte de dictature du talent. La saison suivante est presque du même acabit. 69 victoires seulement, pardonnez du peu. À ce stade, le mot « équipe » ne suffit plus. Les Bulls n'ont plus rien d'humain. C'est une machine qui se dresse en quête d'une 5e bague. Phil Jackson en chef spirituel, Pippen en point d'équilibre parfait, Rodman en génie du désordre. Et au sommet de tout cela, Michael Jordan, souverain d'un royaume sans fissure. Plus que jamais, His Ernest règne sur le basket comme un empereur sur son empire. Même lors de son premier three-peat, Sa Majesté n'avait pas dégagé une telle impression de contrôle. Il dicte, impose et inspire la peur chez ses adversaires. L'Est n'est qu'une formalité pour ces tueurs à gages. À eux trois, Washington, Atlanta et Miami ne prennent que 2 petites victoires aux Bulls. Un parcours de santé pour la bande à Jordan, qui file une nouvelle fois en finale. Les Bulls dominent tout le temps, partout. Mais dans l'ombre, certains concurrents ont faim. À l'Ouest, un duo rêve de faire tomber le roi et attend son heure. Leur nom, John Stockton et Karl Malone. À un peu plus de 2000 km de Chicago, le décor change. Fini le bruit et la démesure. Dans ces terres mormones, les montagnes encerclent la ville et le travail remplace le clinquant. Salt Lake City est à l'opposé de l'empire des Bulls. Des stars loin d'être flashy, mais méthodiques et efficaces. Le Utah Jazz avance sans bruit, mais avec une rigueur presque militaire. Jerry Sloan, ancien joueur rugueux, devenu général d'armée, dirige ses hommes d'une poigne de fer. Autour de lui, depuis plus d'une décennie, 2 figures. John Stockton, la précision incarnée, et Karl Malone, le scoreur hors pair. Ensemble, ils ont tout connu. Les désillusions, les séries perdues et les rêves repoussés d'année en année. Mais en 1997, l'horizon s'éclaircit. Le Jazz boucle la saison régulière avec 64 victoires et décroche la 2e place de la Ligue juste derrière Chicago. Karl Malone est élu MVP devant Michael Jordan. Congratulations, Karl Malone, 1996-97 NBA Most Valuable Player. Une distinction individuelle qui, pour Utah, symbolise surtout la reconnaissance d'un collectif enfin respecté. En play-off, Utah déroule sans éclat, mais sans faille. Los Angeles est pulvérisé. Les Clippers d'abord, balayés sans résistance. Puis leurs voisins, les jeunes Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, encore trop tendres. En finale de conférence, Hakeem Olajuwon et ses Rockets offrent davantage de résistance, mais tombent sur un buzzer beater fantastique de Stockton lors du match 6. Pour la première fois de son histoire, le Jazz semble proche du sommet. L'heure est venue. Les ouvriers du basket vont défier la meilleure équipe de tous les temps. Le choc peut commencer. Malgré les espoirs de tout un État, la réalité s'impose très rapidement à Utah. Face à Michael Jordan, tout semble vain. Le Jazz est au niveau, le Jazz résiste, mais le Jazz a les bras trop courts pour boxer avec Dieu. Il reste 9 secondes à jouer, égalité parfaite, 82-82. Karl Malone se présente sur la ligne des lancers dans un United Center en fusion.
il peut offrir la victoire à son équipe et changer le destin de ses finales. 2 lancers, une formalité pour le mailman. Mais il rate le premier. Scottie Pippen lui glisse alors à l'oreille. Le facteur ne passe jamais le dimanche. Malone, submergé par la pression, rate également le deuxième. Jordan sent alors l'odeur du sang et récupère le ballon. Le numéro 23 demande l'ISO, fixe son défenseur et laisse le chrono s'égrener avant de déclencher un tir au buzzer. Ficelle, merci, au revoir. Chicago remporte le match 1. Le Jazz n'a rien fait de mal, mais contre Jordan, tout bien faire ne suffit pas. Le Game 2 raconte la même histoire. Utah s'accroche, Malone impose sa présence. Stockton distribue, mais rien n'y fait. Jordan et Pippen prennent le contrôle. Le collectif déroule, la défense s'ajuste. Chicago mène 2-0. Les Bulls ne célèbrent même plus, comme si la victoire allait de soi, comme si la série était déjà pliée. Mais en revenant dans les montagnes de l'Utah, le vent tourne. Le Jazz revient à 2-1, puis 2-2. Le Delta Center gronde, les visages s'embrasent, la série paraît relancée. Pourtant, derrière les sourires, tout le monde le sait. Pour accrocher Chicago, il faut jouer à la perfection. Chaque possession, chaque écran, chaque rebond. Et même ainsi, rien n'est garanti. Utah donne tout, l'énergie, la foi, le corps. Mais face à ces Bulls-là, la perfection ne suffit pas. On sent la fatigue, la tension dans les regards. Les guerriers serrent les dents, les souffles s'écourtent. Les Jazzmen le sentent. Ils ont touché leurs limites. 2 victoires, c'est bien. Mais 4, cela paraît impossible face à cette armada. Pour espérer, il faudrait un miracle. Ou du moins, un coup de pouce du destin. La nuit du 9 juin 1997 est calme sur Salt Lake City. L'air est sec, presque coupant. Les montagnes dorment, tout comme la ville. À 40 minutes de là, dans la chambre 516 de l'hôtel Marriott de Park City, Michael Jordan se repose. Autour de lui, son fidèle préparateur Tim Grover, son ami George Koller, un garde du corps et Ahmad Rashad, un journaliste star proche de Sa Majesté. Le roi est détendu. Il sait qu'il peut frapper un grand coup lors du match 5. À ce moment précis, rien ne laisse présager d'une quelconque tempête. Mais aux alentours de 22h30, Is Ernest a un petit creux. Manger du jazz la veille ne l'a visiblement pas rassasié. Chez les Mormons, tout ou presque est fermé à cette heure. Il faut dire que les 4 lurons ne sont pas logés en plein Times Square. Grover finit par trouver une pizzeria encore ouverte, un peu plus loin à la sortie de la ville. Quelques minutes plus tard, 5 hommes se présentent à la porte pour livrer la large pepperoni du meilleur joueur de la planète. Oui, vous avez bien entendu, 5 livreurs pour une seule commande. Vous trouvez ça étrange? Vous n'êtes pas le seul. Grover prévient le numéro 23 des Bulls. Mike, je ne la sens pas. Jordan répond quelque chose qui ressemble bien à du Jordan. Va te faire foutre. Il la mange seul, devant la télévision, tandis que les autres s'endorment. Une nuit comme tant d'autres en apparence. Jusqu'à ce que vers 3 ou 4 heures du matin, le silence se brise. Grover entend du bruit et se lève. Jordan est plié en deux, trempé de sueur, livide. La star des Bulls tremble, suffoque, vomit. Une intoxication alimentaire, à n'en pas douter. Coïncidence? Malchance? Empoisonnement? Personne ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Une chose est sûre, Michael Jordan, l'homme qui semblait intouchable, est à terre. Le corps vidé, incapable de se lever, à quelques heures d'un Game 5 décisif. Impossible de jouer dans un tel état, surtout à ce niveau d'intensité. Jordan restera 24 heures dans son lit. Ce n'est qu'à 3 heures du match que le numéro 23 sort de sa chambre, direction le Delta Center de Salt Lake City.
À son arrivée dans l'enceinte, Michael Jordan ne dit rien. Regard vide. Autour de lui, personne n'ose dire quoi que ce soit. Pas même Scottie Pippen, inquiet. On murmure que Jordan n'a pas dormi, qu'il n'a rien avalé depuis la veille, qu'il peine même à tenir debout. Pourtant, le roi est bien là. Il marche lentement, le visage blême et le pas incertain. MJ est méconnaissable, un fantôme. Certains pensent qu'il ne jouera pas, d'autres qu'il ne tiendra que quelques minutes. Réponse à l'annonce des line-up. Michael Jordan est titulaire. Le match débute et rapidement, le Jazz impose sa loi. Malone, Stockton, Hornacek, tout rentre. Utah mène rapidement de 16 points et semble s'envoler dans le match. Chicago, à l'image de son leader, semble étouffé. Sur le terrain, Jordan tremble. Il est moins incisif, plus pâteau. Sa présence sur le parquet relève déjà de l'exceptionnel. Après 12 premières minutes à sens unique, Is Ernest, auteur de 4 petits points, ne peut que constater la supériorité du Jazz qui mène 36-20. Sur le banc, Jordan est au plus mal. Serviette sur la tête, le numéro 23 semble à 2 doigts de tomber dans les pommes. On se dit alors que son match est terminé, que Michael aura tout tenté, mais n'aura pu que renoncer, impuissant face à la maladie. Mais Michael Jordan est fait d'un autre bois que le commun des mortels. Is Ernest retourne sur le parquet et livre un deuxième quart-temps exceptionnel. Un premier panier, puis un second. La star des Bulls fait revenir son équipe à lui seul en plantant 17 points lors de ce deuxième acte. Sensationnel, le Delta Center se fige. L'arène si bruyante quelques minutes plus tôt se tait face à l'inexplicable. Jordan, qui ne tenait pas debout il y a encore 1 heure, vient de disputer 23 des 24 minutes de cette première mi-temps. Le problème, lorsque l'adrénaline prend le dessus sur le reste, c'est lorsqu'on s'arrête. La mi-temps arrive au pire moment pour Jordan, qui jouait à un niveau stratosphérique. Pendant la pause, les sueurs froides et les tremblements reprennent le dessus. Au moment d'entamer le troisième quart-temps, MJ est au plus mal. Il joue sans jambes, sans souffle, sans énergie, uniquement porté par une force que personne ne peut nommer. Les Bulls, eux, tentent de s'accrocher, tandis que le Jazz reprend de l'air. Salt Lake City retrouve sa voix. À l'aube des 12 dernières minutes, on croit la bête terrassée, épuisée, vaincue. Mais on oublie une chose, Michael Jordan n'est pas un humain comme les autres. Dans le dernier quart, la fatigue devient presque palpable. Chaque dribble semble être un effort surhumain. Chaque déplacement, une lutte contre la gravité. Phil Jackson hésite même à sortir son maître à jouer. Jordan lui répond par la négative. Tant qu'il respire, il restera sur le terrain. Les Bulls reviennent lentement, douloureusement, jusqu'à végéter à un petit point seulement à 1 minute de la fin. C'est le titre suprême qui est en jeu dans ces instants fatidiques. Jordan provoque la faute et se présente sur la ligne des lancers pour permettre à Chicago de repasser devant. Le premier ficelle, mais le deuxième rebondit sur l'arceau. Luc Longley tape la balle qui revient par miracle dans les mains de Jordan.
Le 23 temporise et serre Pippen. L'ailier des Bulls, trappé, renvoie la balle à Jordan qui dégaine à 3 points. Bang! Incroyable! Michael Jordan, vidé, fiévreux, incapable de tenir debout, vient de crucifier Utah d'un tir tombé du ciel. 88-85 pour Chicago. Le Jazz tente de revenir avec l'énergie du désespoir. Mais John Stockton manque le tir du miracle. 90-88, score final. Chicago mène 3-2 dans la série. Jordan, auteur de 38 points, ne lève même pas les bras. Il chancelle, le corps vidé, les traits tirés, les yeux perdus dans le vide. Scottie Pippen accourt, le rattrape avant qu'il ne s'effondre et le soutient jusqu'au banc. Les flashs crépitent, éternisant une image devenue iconique. Jordan, exténué, appuyé sur l'épaule de son frère d'armes, avançant comme un soldat revenu de l'enfer. Il y a des matchs qu'on regarde et d'autres qu'on vit. Celui-là appartient à la seconde catégorie. Ce 11 juin 1997, Michael Jordan n'a pas simplement gagné une rencontre de basket. Il a livré un combat antique entre l'homme et ses limites, entre la chair et la volonté. À la sortie du Delta Center, la planète entière ne parle que de ça. Comment cet homme fiévreux, incapable de se tenir debout quelques heures plus tôt, a-t-il pu dominer une finale NBA avant de quelques jours plus tard remporter une 5e bague? Le flu game devient instantanément un mythe, une parabole moderne sur la douleur et la transcendance. Parce qu'au-delà du score, Jordan a prouvé ce soir-là qu'il n'existait aucune frontière entre la souffrance et la gloire, seulement une ligne invisible que lui seul savait franchir. Les chaussures portées par Sa Majesté ce soir-là seront vendues aux enchères pour plus d'$1 million en 2023. Un record, à l'exception d'une autre paire encore plus symbolique, celle de The Last Dance, cédée pour plus de 2 millions. Preuve que le temps passe, mais que certaines traces restent indélébiles. Ce soir de juin 97, Michael Jordan n'a pas simplement joué malade, il a transformé la fièvre en flamme, la faiblesse en légende. Et sous les yeux des dieux du basket, il a rappelé une vérité éternelle. La souffrance est temporaire, mais la gloire, elle, est éternelle.